Bonjour et bienvenue dans le podcast En bonne compagnie. Je m'appelle Eva et je suis comportementaliste et journaliste spécialisée dans les animaux de compagnie. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème important et qui est souvent mis de côté et qui concerne pourtant bien plus de chiens et de chats qu'on ne peut l'imaginer. Il s'agit de l'arthrose. Car non, elle ne touche pas que les humains et nous savons ô combien elle peut être handicapante au quotidien. Alors, pour mieux comprendre cette maladie chez nos animaux de compagnie préférés, qui mieux que le docteur Antoine Fordin et Bruno Fradin, qui travaillent tous les deux chez Zoetis. Ils vont pouvoir nous expliquer ensemble comment aider votre animal à bien vieillir. Alors bonjour à tous les deux, comment ça va ? Bonjour, écoute, ça va très très bien, à part mon petit problème de hanche, mais sinon ça va. Salut Eva, salut Bruno, qu'est-ce qui t'arrive Bruno ? J'ai un petit peu mal à la hanche et je me demande si j'ai pas un peu d'arthrose aussi. Ah bah écoute, ça ne m'étonnerait pas, puisque je sais que c'est une pathologie, on le sait tous, qui touche les humains et avant même de toucher les animaux. Et donc du coup, je pense qu'on va aborder ça, Eva. Oui, tu vas pouvoir soigner Bruno du coup. Je vais tenter après les pratiques illégales de la médecine humaine, j'ose pas m'aventurer là-dedans quand même. Non, je vais aller voir un vrai médecin, moi. Bon, pour en revenir à l'animal, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arthrose ? Ah bah, l'arthrose, déjà, c'est une pathologie, comme on disait au tout début, qui ne touche pas que les animaux. Juste en termes de chiffres, entre 20 à 30% des humains seraient touchés par cette pathologie. Pathologie qui est handicapante, mais également qui est très, très douloureuse. Et ces chiffres augmentent notamment avec l'âge et l'obésité, qui est un réel fardeau. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une pathologie qui est en constante évolution. Et à la fois, donc, comme on disait, chez les humains et chez les animaux, puisqu'il y a des taux de prévalence qui sont à peu près les mêmes chez les animaux. Aujourd'hui, on estime à 40% des chiens et des chats qui souffriraient d'arthrose, ce qui est quand même considérable. Ah oui, c'est énorme, ok. Et du coup, comment tu peux définir, parce qu'on sait que c'est une douleur articulaire, mais comment on peut expliquer ce phénomène exactement ? Oui, alors en fait, c'est une maladie du cartilage. Alors le cartilage, si vous voulez, c'est le tissu qui va recouvrir les os, qui sert un peu d'amortisseur. Et donc en fait, lorsqu'il y a des problématiques articulaires, lorsque l'animal vieillit, ou encore une fois, lorsqu'il y a des traumatismes articulaires, ce cartilage peut être abîmé, d'accord ? Et en fait, c'est ce cartilage qui, une fois abîmé, ne va plus jouer son rôle d'amortisseur. Et donc, la fonction de protéger l'os sur lequel il se trouve, cette fonction-là ne va plus perdurer, et donc ça va créer une inflammation, une douleur, et donc ce qui va rendre justement la vie de ces animaux beaucoup plus triste, puisque cette douleur chronique qui va se perpétuer dans le temps si rien n'est fait. Et quand tu parles de douleur, du coup, c'est une douleur du cartilage ? On a mal au cartilage quand on a une douleur arthrosique ? Alors en fait, c'est, on va dire, plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le cartilage en tant que tel est peu, voire très très peu innervé. Donc c'est pas forcément le cartilage qui va nous faire souffrir, c'est vraiment l'articulation en règle générale. On parlait tout à l'heure de douleur, on a parlé d'inflammation. En fait, cette douleur, cette inflammation va libérer de nombreux, ce qu'on appelle des médiateurs, des petites protéines qui vont venir activer le message de la douleur. Ce message-là va être ressenti au niveau du système nerveux central, autrement dit du cerveau. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on va avoir cette sensation de douleur. D'accord, donc c'est cette sensation que ressent Bruno actuellement à sa hanche, du coup. Oui, je suis un drôle d'animal. Très bien. Et du coup, ça touche toutes les articulations ? Alors, en effet, on peut avoir de l'arthrose sur un grand nombre d'articulations. Contrairement à la médecine humaine, il faut juste savoir que en médecine humaine, c'est surtout les genoux, les hanches, les mains, d'accord ? Quand on parlait de tout à l'heure des différents chiffres. Mais bon, ça peut toucher, comme je vous disais, toutes les articulations. C'est vrai que sur les animaux, quand on va parler du chien ou du chat, on aura différentes articulations qui peuvent être préférentiellement touchés par cette maladie. On peut parler notamment des hanches également, on peut parler des genoux, on va pouvoir parler aussi des coudes, d'accord ? Donc c'est à peu près les mêmes articulations qu'on retrouve, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas une exclusivité, toutes les articulations peuvent effectivement développer de l'arthrose. Alors c'est une maladie qu'on retrouve beaucoup chez les animaux. Il faut savoir qu'elle touche quand même 70% des chiens qui ont plus de 8 ans et 90% des chats de plus de 12 ans. Ce qui est intéressant, c'est que au regard de ça, on s'aperçoit qu'il y a simplement 23% des chiens et seulement 13% des chats qui sont diagnostiqués et donc traités. Énorme. Et donc il y a un énorme gap entre ce diagnostic et la prévalence
de cette maladie. Donc il y a une grande sous-estimation de l'arthrose chez les chiens et encore plus chez les chats. Oui, en plus de ça, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis de l'âge. Tu parlais, Bruno, de plus de 8 ans pour le chien, plus de 12 ans pour les chats. C'est quand même absolument impressionnant. 90% des chats de plus de 12 ans souffrir d'arthrose. C'est quand même des chiffres. On voit bien qu'avec l'âge, la prévalence, donc le nombre d'animaux qui pourraient être touchés est quand même considérable. Et en même temps, ça peut aussi toucher des animaux plus jeunes. Ça commence très très jeune, potentiellement. Bien sûr, ça peut, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le réflexe quand on a un animal de se dire tiens, je vais aller chez le vétérinaire parce que mon chien ou mon chat boite ou enfin en tout cas a de l'arthrose. On se dit non, c'est pas un motif de consultation. Enfin je sais pas toi Antoine si tu as des gens qui viennent en disant ouais je vais faire un diagnostic de l'arthrose de mon animal. C'est pas vraiment un réflexe des propriétaires. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est peut-être pas très médicalisé, non ? Tout à fait. En fait c'est contrairement à d'autres pathologies où il y a des signes cliniques qui sont avant-coureurs. Par exemple on peut parler de grattage avec des animaux qui vont avoir tendance à se gratter à longueur de journée. Là, clairement, c'est un vrai problème pour le propriétaire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais c'est vrai que c'est... Ah bah oui, c'est un enfer. Les puces. Puis ça entraîne beaucoup ensuite de problèmes cutanés. Parce que quand on se gratte, etc., derrière, il peut y avoir des lésions. Enfin, voilà, donc ça dégénère énormément. Oui, tout à fait. Alors que c'est vrai que l'arthrose, c'est un peu plus complexe, un peu plus insidieux, puisque, en effet, comme on disait tout à l'heure, c'est surtout une douleur chronique. Et en fait, il va falloir arriver à détecter cette douleur. Alors, chez les chiens avec lesquels on vit un peu plus, on va dire, fréquemment, parce qu'on a tendance à ils sont avec nous, on va les sortir. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus, on va dire, facile de s'en apercevoir, parce que l'animal, il va peut-être pas marcher comme avant, il a du mal à se lever. Quand on veut le mettre dans la voiture pour sauter, c'est compliqué. Donc, ça va être des signes. Là, je parle uniquement de signes physiques, mais on verra qu'il n'y a pas que des répercussions au niveau du physique, mais il y a également des répercussions émotionnelles importantes. Alors que les chats, typiquement, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que c'est pas un animal qu'on a, qui est constamment avec nous. Et donc, arriver à détecter ces signes, il faut vraiment être vigilant, y penser et aller les rechercher spécifiquement. Ça marche, ok. Bon, avant de rentrer dans les signes cliniques, déjà, on va partir sur l'origine même de l'arthrose. Comment est-ce que ça apparaît ? Alors, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a deux possibilités. Soit l'articulation est normale, mais les pressions qui vont s'exercer dessus ne le seront pas. Soit l'articulation n'est pas normale initialement, avec des pressions normales. Dans tous les cas, l'inconséquence, on l'a vu tout à l'heure, c'est effectivement la dégradation de ce cartilage qui va commencer à créer cette arthrose-là. Donc en fait, on parle souvent d'arthrose primaire s'il s'agit d'une simple usure du cartilage, d'accord ? Donc comme on le disait, avec certains facteurs, l'obésité, l'âge, ce genre de facteurs qui vont pouvoir amener à l'arthrose. Mais il y a également des fois, lorsqu'il y a une fracture, ou en tout cas une lésion de ce cartilage-là, où l'arthrose va pouvoir s'installer, et c'est ce qu'on appelle notamment l'arthrose secondaire. D'accord, donc finalement c'est pas une maladie qui touche que les vieux animaux, c'est pas que pour les animaux vieillissants, ça peut aussi être pour les jeunes animaux. Mais par exemple, tu veux dire que si on a un animal qui se blesse à un moment donné, qui se fait une entorse ou quelque chose, qui se met à boiter, ça veut dire que dans le temps, cette articulation, elle peut être abîmée et du coup, on aura au bout d'un moment de l'arthrose qui va se développer ? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors attention, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent actuellement, n'allez pas penser que si votre animal s'est mis à boiter une fois dans sa vie, tout de suite il va falloir penser à l'arthrose et courir chez votre vétérinaire. C'est pas le but, mais en tout cas, en effet, lorsqu'on a des articulations qui peuvent être un petit peu endommagées suite à un traumatisme, on parlait d'un animal qui a boité ou une lésion musculaire ou tendineuse, etc. On peut en effet suspecter cette articulation d'être plus à risque de développer de l'arthrose dans le temps. Tout à fait. D'accord, ok. Donc ça touche aussi les animaux jeunes, on est d'accord. Oui, complètement. Ça, on le voit, et notamment sur des animaux qui font pas mal de l'agility, quand c'est mal géré, parce que c'est des animaux qui n'ont pas la bonne condition, ou on leur fait faire un sport trop important. On a des animaux le lendemain qui ne veulent plus se lever, qui ont du mal à se lever, et donc même des animaux qui sont jeunes. Et en effet, surtout si la conformation des articulations, et pour certaines races, c'est une vraie problématique. On essaie de dépister des anomalies conformationnelles dès le plus jeune âge, de façon à pouvoir être préparé à ce développement d'arthrose. Et en effet, donc chez des animaux qui sont jeunes, on peut avoir de l'arthrose qui se développe rapidement, et notamment chez les grandes races, parce qu'on sait que la longévité des grandes races par rapport aux petites races est beaucoup plus faible, et donc du coup il va falloir assez tôt, autour de la vie de l'animal, donc peut-être 5-6 ans parfois, se dire attention, il va falloir suspecter l'arthrose chez mon animal, et donc il va falloir que je sois attentif aux moindres signes qui pourraient m'y faire penser.
Tu veux dire que du coup, il y a des races, ou en tout cas, il y a des animaux en particulier chez qui il va falloir vérifier s'ils ont une prédisposition à cette malformation. D'ailleurs, cette malformation, je suppose qu'elle a un terme scientifique qu'on a peut-être déjà entendu. Oui, ça vous parle peut-être, le mot dysplasie, notamment on parle de dysplasie des hanches pour certaines races, notamment le berger allemand, ce genre de grande race, c'est vraiment une race qui est à risque, et donc il va falloir dépister ça assez tôt, et donc certains vétérinaires peuvent en effet pratiquer des radios de dysplasie de façon à pouvoir dépister cette déformation articulaire le plus tôt possible. Ouais, c'est ça. Donc moi j'avais effectivement en tête le berger allemand, pour la dysplasie de la hanche. C'est vrai qu'il y a quand même eu des améliorations au niveau de la sélection et de la façon dont les éleveurs ont travaillé, ont amélioré la race. Maintenant, ça reste toujours plus prédisposé que dans d'autres races. Alors c'est vrai qu'avec ce genre de prédisposition, on a des animaux, même jeunes, qui peuvent souffrir d'arthrose. Et c'est ce que tu disais, Antoine, ça peut commencer parfois vers 5-6 ans. Voilà. Oui, complètement. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les autres facteurs, et notamment le facteur obésité. Généralement, on est pareil, hein. Moi je l'étais aussi, quand on a un animal qui est un petit peu en surpoids, on le trouve bien parce que la cantine est bonne, et on se dit non, c'est le poids idéal. Enfin, je pense c'est les yeux de l'amour. Exactement, ça doit être ça. Et en fait, c'est pas forcément rendre service à notre animal que qu'il soit un petit peu en surpoids. Nous, ça nous fait plaisir. Par contre, pour l'animal, et d'autant plus quand il va être amené à vieillir, ça va handicaper ses articulations puisque les pressions qui vont s'exercer dessus seront de fait plus importantes, et donc la possibilité de développement d'arthrose également. Ouais, c'est pas anodin parce qu'on a une étude d'ailleurs là, de 2006 qui nous dit que 40% des chiens et 30% des chats seraient obèses en France. C'est énorme. C'est énorme, c'est qu'à le dire. Non, c'est vrai que ces études, et alors je pense également que, alors je sais pas si on a des tendances, moi je les ai pas forcément en tête, mais on a effectivement tendance à, comme tu disais Eva, les yeux de l'amour, c'est-à-dire à penser que quand un animal il est en poids de forme, il est trop maigre, parce que c'est une structure un petit peu longiligne, et très souvent on nous dit oh là là, je pense qu'il est maigre mon animal, est-ce que vous pouvez m'aider? Et en fait, quelque chose d'assez simple pour savoir si c'est le cas ou pas, c'est vraiment d'aller palper les côtes de votre animal. Si vous devez appuyer sur son thorax pour arriver à toucher ses côtes, même un petit peu, ça veut dire déjà que peut-être il y a un surpoids associé. Donc n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre vétérinaire. Ah oui, et surtout à croire son vétérinaire, quoi. Parce que souvent, quand les gens viennent, ils disent non, moi il est très très bien mon animal. Non, ils en sont persuadés. Ils en sont persuadés, ouais. Du coup, pour l'arthrose, oui. Quels sont les examens que les gens peuvent faire, que le vétérinaire va prescrire pour déterminer si l'animal souffre vraiment de l'arthrose? Oui, alors déjà, comme je disais tout à l'heure, vous, en tant que propriétaire, tout le monde, on a un rôle essentiel à jouer dans le diagnostic de cette pathologie. Le vétérinaire, notamment pour le chat, lorsqu'un chat est en consultation, généralement, il a tendance à pas forcément trop se déplacer, à rester dans sa... Et même à cacher la douleur. Ah, mais complètement. Ouais. C'est un vrai challenge. Ouais. Un vrai chat. C'est un challenge. Et c'est vrai que c'est pas évident, et c'est pour ça que vous êtes les yeux pour dépister au maximum les signes qui pourraient faire penser à. Ensuite, en consultation, qu'est-ce qu'on va faire? On va précéder du coup un examen clinique qu'on pourra compléter d'un examen orthopédique, c'est-à-dire vérifier le bon fonctionnement des différentes articulations, checker qu'il y a bien des amplitudes de mouvement correctes, pas de douleur associée. Et puis on va aussi vous poser des questions. La radio, non, après? Ah oui, avant les questions, c'est exactement, important. On peut effectivement poser des questions sur est-ce qu'il, en termes d'habitude, il a toujours, est-ce qu'il se lève comme avant, notamment le matin à froid, sauter dans la voiture, les balades, est-ce qu'il a tendance à être à la traîne? S'il y a des changements de comportement, en fait. Exactement, qu'on va vous poser, que je pose en consultation à partir d'un certain âge. Et puis après, comme tu l'expliquais Bruno, en effet, on peut avoir recours à certains examens complémentaires, notamment la radiographie, puisque lorsqu'il y a de l'arthrose, souvent on a des signes radiographiques. Attention, je dis bien souvent parce que c'est pas toujours le cas. Et indirectement, si on a de l'arthrose sur les radios, c'est pas forcément qu'il y a des signes de douleur. Et inversement, des fois, il y a des signes de douleur et il n'y a aucune lésion sur la radio. Donc c'est vraiment des examens complémentaires, mais qu'il faut toujours mettre en corrélation avec la clinique. C'est vachement important.
D'accord, donc les radios c'est bien, mais finalement c'est pas forcément le... C'est pas le point de départ en fait. C'est pas le point de départ, ça va pas te donner forcément la réponse. Ok. Tout à fait. En tant que propriétaire, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille là ? Parce que là tu as donné des pistes, vous avez tous les deux donné des pistes sur le fait que l'animal allait avoir du mal à se lever, mais je sais pas, est-ce que vous avez d'autres exemples pour que les gens se disent, qu'est-ce que les gens peuvent se dire pour vérifier que leur animal n'a pas d'arthrose ? En fait, donc, déjà, le point, c'est qu'effectivement, les propriétaires ont un rôle essentiel dans la détection de cette maladie, de cette souffrance. Donc, un vrai propriétaire, un propriétaire qui aime ses animaux, déjà, il va passer du temps à les observer, à les regarder. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour le chien que pour le chat, parce que le chat passe beaucoup de temps à dormir, 16 heures par jour à dormir, et en plus il est beaucoup plus indépendant, et puis même dans la façon de se mouvoir, il est beaucoup plus félin, donc la boiterie sera plus complexe à observer. Donc il y a un rôle très essentiel du propriétaire dans l'observation, dans le premier niveau de détection de cette souffrance. Alors, par exemple, nous, chez les Zoetis, on a développé des petits outils, des infographies qui montrent des situations récurrentes pour lesquelles il faut porter attention. Alors, par exemple, c'est l'animal qui boite après un exercice ou après une balade, ou qui serait à la traîne pendant la balade. Ça, c'est hyper important. Ou qui met du temps à se relever le matin quand il est froid encore. C'est des difficultés qu'on voit régulièrement. Ou même qui a du mal à sauter. Par exemple, un chien qui aurait du mal à sauter dans le coffre de la voiture pour partir en balade. Ça, c'est un signe auquel il faut prêter attention. Oui, et puis comme tu dis, Bruno, il faut vraiment garder en tête que, attention, ce n'est pas parce que l'animal vieillit qu'il ne peut plus faire justement ses efforts, ses exercices. Oui, on a tendance à se dire, c'est normal, il est vieux, et puis on se dit que c'est la fatalité un petit peu, quoi. Complètement. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, il faut accompagner le mieux possible nos animaux. Et il n'y a pas de fatalité. C'est pas non plus une maladie. Il faut les accompagner, il faut les regarder. Et on peut les aider. En tout cas aussi, par exemple, en changeant notre environnement. C'est-à-dire que là, on rentre déjà dans les solutions. Mais effectivement, si notre animal a du mal à sauter dans le coffre de la voiture, on peut lui mettre un petit escabeau pour lui permettre de faire une étape. Ou le porter etc. aussi pour l'aider, de façon à ce qu'il n'y ait pas justement d'impact relativement fort sur les articulations. C'est des choses qui peuvent être mises en place, mais je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, Eva. Ça marche. D'autant plus que si la personne, le propriétaire a lui-même de l'arthrose, porter son chien... De toute façon, c'est le plus simple en consultation. À partir du moment où le propriétaire a de l'arthrose, il est sensibilisé à la pathologie. Donc c'est beaucoup plus facile de faire passer les messages. Alors que quand le propriétaire ne connaît pas ou n'est pas forcément entouré de personnes qui peuvent en souffrir, là c'est tout de suite un peu plus compliqué, ça prend plus de temps en termes de communication. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, c'est très intéressant. Et le chat, parce que tu disais que c'était compliqué, Bruno, de vérifier que le chat avait des signes, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même hyper doués pour cacher les maladies ou la douleur. Est-ce qu'il y a des indices qu'on peut repérer ? Oui, classiquement les escaliers. Monter ou descendre les escaliers, à un moment donné, si un chat qui va être en bonne santé, il peut peut-être sauter les escaliers de 2 en 2 par exemple, et puis si il a de l'arthrose et s'il souffre, il va avoir extrêmement de grandes difficultés à se mouvoir, à monter, et donc il va passer du temps à essayer de passer chaque marche. Donc, il sera hésitant du coup. Pardon ? Il sera hésitant. Il sera extrêmement hésitant, il va passer beaucoup de temps, alors que s'il est en pleine forme, il peut complètement enjamber les marches et le faire de façon très rapide. Donc, ça, c'est pour les gens qui vivent en pavillon, avec un étage. Mais les gens qui vivent en appartement, j'allais ils n'ont pas dire, d'escalier. je me mets à la place des personnes qui n'ont pas d'escalier. Du coup, si j'ai pas d'escalier, construisez un escalier. Comment je peux faire ? Donc effectivement, il y a des travaux à faire. Ou sinon, non, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment sur les signes que vous allez pouvoir détecter chez votre animal. Ça va être sa réticence à jouer, c'est-à-dire que généralement les chats c'est quand même joueur. Quand vous allez les stimuler, est-ce qu'il aura tendance à jouer autant qu'avant? Ce que j'appelle autant, c'est aussi longtemps, ou alors est-ce que pareil en termes de mouvement sur de la course ou autre, il va avoir tendance à justement moins courir, moins étendre les pattes pour aller attraper un objet, donc un peu chasseur. Également quand il va se mettre à sauter sur ou descendre d'une table, descendre d'une chaise. Exactement. Ou monter d'ailleurs. Et ça, vous pouvez le voir, comme tu disais Bruno, en fait, ça, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est quand il va se mettre à sauter ou descendre, généralement il va lancer les 2 pattes avant, les 2 pattes arrière vont suivre quasiment immédiatement, alors qu'un animal par exemple qui va souffrir d'arthrose, vu que ça fait mal, il va avoir tendance à être sur sa table par exemple, et quand il va vouloir descendre,
il va petit à petit allonger, étendre les pattes antérieures de façon à essayer d'être le plus proche possible de la cible, de façon à ce qu'ensuite le train arrière ait moins de mouvements à faire et donc du coup de moins ressentir la douleur. Et ça, c'est pas parce qu'il est âgé, c'est uniquement parce qu'il souffre. Voilà. Et quand on le regarde, on a l'impression qu'il est au ralenti. Voilà, il va descendre au ralenti. Donc ça, c'est vraiment un signe évident pour suspecter la maladie. Mais ça veut dire que c'est un peu plus sur le train arrière. Alors, l'animal finalement il va amortir avec ses pattes avant parce que c'est plus à l'arrière qui souffre généralement. Ouais, on parlait justement de douleurs, notamment au niveau des hanches ou lombo-sacré, donc c'est vraiment le bas du corps pour le chat. C'est une localisation préférentielle de l'arthrose chez cette espèce-là. Il y en a d'autres, mais et donc du coup c'est vrai que ça peut clairement faire suspecter l'arthrose puisque c'est des mouvements qu'il a tendance à faire au quotidien, qu'il vive en appartement ou en maison, et donc c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir en étant le plus attentif possible. Ok. Et donc, du coup, on a dit qu'il fallait quand même essayer de soulager au possible son animal. Par exemple, le chien, lui, faire un petit escalier pour monter dans le coffre de la voiture. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées de choses que les gens peuvent facilement mettre en place pour aider leur animal, notamment le chat, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, il y a pas mal ce qu'on appelle des solutions un peu hygiéniques, environnementales. Donc déjà, ça va être pour un animal, donc un chat qui va avoir du mal à sauter ou à descendre, c'est de se dire le plan de travail entre le sol et le plan de travail, mettre en place une chaise, par exemple, de façon à ce qu'il y ait une espèce de marche intermédiaire, de façon à ce que l'effort demandé soit moindre. Ça peut être aussi parce que ces animaux, du coup, où les articulations sont douloureuses, donc on peut imaginer des tapis à mémoire de forme qui puissent justement aider l'animal à être bien lorsqu'il est à la maison, de façon à ce que l'impact, on va dire la force exercée par le sol sur l'articulation soit moindre. Et donc, tu veux dire le couchage quand tu dis exactement. Tapis, d'accord. Tout à fait, sur le couchage, parce que c'est des animaux, comme on disait, c'est de la douleur chronique, et donc il faut qu'ils puissent aussi dormir dans des bonnes conditions. On parlait là de signes physiques, on disait tout à l'heure, il y a aussi des signes mentaux, psychologiques, des impacts globaux négatifs forts, et notamment des troubles du sommeil chez ces animaux-là. Donc le but, ça va être de les aider à pouvoir dormir correctement, en tout cas qu'ils puissent avoir un sommeil réparateur lorsqu'ils sont en phase de sommeil. Sinon, il y aurait de mauvaise humeur, un peu comme nous, s'ils ne dorment pas bien. Exactement. Surtout les chats. Alors, un chat, en plus, qui a de l'arthrose et qui dort mal, alors là, ça va être un enfer à la maison. Mais qu'est-ce que c'est que ces clichés sur les chats, vraiment Je parle de ça en consultation. Mais du coup, d'un point de vue médicament, qu'est-ce que tu conseilles ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a vraiment un arsenal thérapeutique relativement large qui existe. Donc, c'est pour ça que le vétérinaire va pouvoir aussi vous donner toutes les pistes de façon à pouvoir préconiser ce qui va être adapté à votre animal. Donc, ça, c'est vraiment un point important à faire. C'est si vous suspectez l'arthrose, on va voir son veto, quoi. Exactement. On va pouvoir aborder les principales solutions, mais c'est très, très important. Ouais, alors je crois qu'il y a 3 grandes familles, en gros, pour arriver à traiter l'arthrose. Il y a la première partie qui est effectivement la base de médicaments, donc base d'analgésiques. On va parler donc les analgésiques qui sont des antidouleurs en fait. Okay. C'est des médicaments pour soulager la douleur, donc des anti-inflammatoires et puis plus récemment des anticorps monoclonaux. On va avoir une partie gestion douce, naturelle, avec gestion du poids, gestion de l'alimentation, exercice physique. Et puis enfin, quelque chose de plus intrusif, l'intervention chirurgicale. Ah oui, carrément, ok. Ouais. Et c'est quoi un anticorps monoclonal ? Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le mot, c'est un mot composé, il y a le mot anticorps et le mot monoclonal. Donc je pense que peut-être... Anticorps, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Exactement, je pense que ça c'est un terme qui vous est peut-être un peu familier. En fait, un anticorps, sans parler du mot monoclonal pour l'instant, en fait c'est une protéine du système immunitaire qui va notamment lorsqu'il y a une pathologie, donc un virus, une bactérie, qui va être naturellement produite par l'organisme, que ce soit en humaine ou en médecine vétérinaire, chez les animaux, et donc qui va venir essayer de combattre l'agent pathogène, donc le virus, la bactérie, et donc se fixer dessus de façon à ce qu'on puisse l'éliminer au maximum et qu'il n'y ait pas une pathologie qui s'installe dans le temps. Donc ça, c'est un anticorps, c'est une protéine, donc ça, on en a toutes et tous dans le corps. Le mot monoclonal, c'est un petit peu différent. Ça, on connaît beaucoup moins déjà. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que c'est... Pourquoi monoclonal ? Parce qu'en fait, c'est des anticorps, donc des protéines qui proviennent d'un seul clone, d'une même lignée, pour faire plus simple. D'accord. Et donc, en fait, c'est la spécificité de ces anticorps monoclonaux, c'est qu'ils vont cibler spécifiquement
une molécule impliquée dans une maladie. Typiquement, on sait que telle maladie va être provoquée, par exemple, par tel agent ou tel agent. Et ben, l'anticorps monoclonal, alors c'est un développement assez complexe, hein, donc du coup, c'est vraiment au niveau des laboratoires pharmaceutiques, hein, une vraie fonction R&D importante pour arriver au développement de ce type de thérapie. Recherche et développement, tout à fait. Et donc, ces anticorps monoclonaux vont cibler une molécule spécifique impliquée dans une maladie. Et donc, l'intérêt, c'est que c'est une thérapie, on va dire, un peu naturelle, dans le sens où ce sont des anticorps, donc des protéines. Et en plus de ça, on va être très ciblé, très spécifique. Et donc, ça permettra de ne pas engager l'élimination ou la métabolisation par d'autres organes de l'organisme, comme le foie, les reins, etc. Mais en quelque sorte, ça mime le fonctionnement naturel du corps. Oui, d'accord, on fabrique soi-même, finalement, ses propres défenses et contre une maladie spécifique, quoi. Ça ne va pas attaquer d'autres organes. Oui, c'est ça, en fait. C'est très ciblé. En fait, on va un petit peu comme si on aidait l'organisme à créer un anticorps qui ciblerait une molécule sur laquelle, initialement, l'organisme n'a rien créé, puisqu'il ne considérez pas ça comme pathogène. Voilà. D'accord. Donc on va aider l'organisme à ça. Et donc après, c'est bien entendu, et ça sera à voir avec votre vétérinaire, mais c'est des traitements, hein, on parlait d'arthrose, c'est une maladie qui est chronique, dégénérative, sur du long terme. Et donc c'est des traitements qu'il faudra mettre en place, hein, comme les anti-inflammatoires également, sur du long terme pour arriver à gérer à la fois l'inflammation et la douleur de cette maladie. Ah oui, d'accord. Donc une fois qu'on a eu le traitement, enfin que l'animal a reçu le traitement, finalement il va pas... ça ne va pas lui permettre de fabriquer toute sa vie ce qu'il faut pour être traité. Donc, il faut régulièrement recevoir une dose. Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que ce sont donc, comme on disait, des protéines. Et au bout d'un moment, comme tout médicament, en fait, c'est éliminé par l'organisme. Alors là, l'intérêt pour les anticorps monoclonaux, on parle des protéines, c'est que ça va justement être dégradé en acides aminés, qui vont pouvoir être recyclés et à nouveau utilisés dans l'organisme sans implication du foie, des reins. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, il va en effet falloir mettre en place des traitements généralement à vie pour ce type de pathologie. D'accord, ok. Bon, ça, c'était pour la partie médicaments. Là, on a bien développé. Et pour la partie environnement, du coup, un animal qui a de l'arthrose, finalement, il a du mal à bouger. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'il bouge ? C'est un peu contre-intuitif, mais est-ce qu'il ne faudrait pas l'inciter à bouger pour essayer que ça aille mieux, qu'il ait moins mal ? On parle souvent de faire de l'exercice. Eh bien, justement, c'est ce qu'on disait. Hein, il va falloir que votre animal, il bouge. Alors, il bouge d'une façon qui lui soit adapté, d'accord, adapté à son état physique, adapté à sa condition, avec de l'exercice, on va dire, de faible impact, d'accord, mais il va falloir bouger puisque c'est ça qui va aussi aider aux articulations à continuer à se mouvoir et donc ainsi à, on va dire, participer au bien-être de l'animal en règle générale. D'accord, ok. Donc en fait, faut quand même, ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, c'est hyper important, c'est qu'il faut adapter le niveau de l'exercice à l'état de l'animal. Il faut pas forcer le trait, faut pas commencer à faire des exercices très compliqués, etc. Au contraire, non, il faut accompagner l'animal dans cette activité parce que naturellement, il va arrêter l'activité. Donc là, ce qu'on lui propose, on va essayer de le stimuler gentiment et de l'accompagner de façon progressive pour qu'il continue à bouger, mais qu'il bouge sans se faire mal, ou le moins possible. Exactement, et en fait, il n'y a pas besoin à ce qu'il bouge énormément ou sur une très longue période pour faire en sorte justement que cette mobilisation de l'articulation va permettre, vous le savez, tout ce qui est cartilage, os, etc., c'est bien entendu irrigué, notamment par des vaisseaux sanguins. Et donc, du coup, c'est aussi le fait que l'animal bouge, mais vraiment pas forcément longtemps ou très fortement, qui va aider à régénérer, si on peut le dire ainsi, c'est très réducteur, l'articulation de ces animaux arthrosiques. Donc, il faut y aller progressivement. Et progressivement, et c'est pour ça aussi qu'il faut les aider à ne plus avoir mal pour qu'ils puissent bouger. Oui, parce que sinon, c'est un peu le cercle vicieux. Ils ont mal... Ils bougent plus, donc du coup l'arthrose s'aggrave. Exactement. Donc ils ont quand même parfois besoin d'un petit coup de pouce pour les aider. C'est ça. Tout à fait. Et puis, comme on disait, c'est une pathologie chronique, c'est une douleur chronique. Il faut que cette douleur soit prise en charge pour le bien-être de nos animaux. Comme on disait,
c'est vraiment important de savoir que cette maladie, en tout cas cette douleur, il y a des solutions qui existent, d'accord ? Donc c'est pas une fatalité, d'accord ? L'âge, c'est pas une maladie, cette douleur n'est pas une fatalité, c'est vraiment quelque chose qui nous est cher chez nous. Et puis on a beaucoup parlé des problèmes fonctionnels, en gros la boiterie, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça entraîne, quand on a mal, quand on n'arrive pas à se déplacer, ça a des répercussions sur le mental. Et ça a d'énormes répercussions émotionnelles aussi pour les animaux. Et donc on voit qu'en fait ça dégrade non seulement leur façon de se mouvoir, de bouger, mais ça dégrade énormément leur qualité de vie. Et la relation interpersonnelle, tu veux dire absolument, ça leur mine le moral, quoi. Et donc tout d'un coup, petit à petit, ils vont, si on les laisse aller, ils vont dépérir mentalement aussi. Oui, alors que finalement on se dit mais il est vieux, il bouge moins, il dort un peu plus, c'est normal. Et en fait non, c'est vraiment un cercle négatif dans lequel ils vont s'enfermer. Et là, les propriétaires ont un rôle essentiel pour effectivement continuer à les stimuler, continuer à les garder en activité dans ce lien relationnel très important qu'il y a entre l'animal et son propriétaire, pour qu'il y ait des échanges qui soient très positifs entre eux. Donc il y a les aspects fonctionnels, mais il y a aussi les aspects émotionnels qui sont extrêmement importants et à garder en tête. Et qui sont liés finalement. Et du coup, tu parlais d'activité, mais c'est vrai que pour un chien, on est forcément amené à le sortir un petit peu. Je suppose que pour le booster un petit peu, il faut faire des petits exercices. Donc, on ne va pas l'inscrire à l'aquagym ou à un cours d'abdos fessiers, je suppose. Donc, est-ce qu'il y a des idées d'activité qu'on peut faire, des trucs soft avec son animal ? Parce que l'idée, je me doute, j'ai cru comprendre, c'est que du jour au lendemain, on ne va pas aller courir 1 heure avec son chien qu'arthrosique, quoi. C'est ça. Il faut faire en sorte d'avoir une activité qui soit en proportion avec les capacités de l'animal. Donc, il y a des petits jeux, on peut lui lancer une balle. Alors, on ne va pas lui lancer très 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 loin pour lui demander de faire une très très grande course. On peut y aller progressivement, lancer la balle à quelques mètres et puis lui demander de revenir, de l'accompagner. Donc, il faut avoir cette complicité, en fait. Il ne faut pas se dire, il est vieux, il ne joue plus. Au contraire, il faut continuer à le stimuler. On continue à envoyer la balle, mais on ne lui demande pas de courir et d'aller chercher la balle très très vite. Il va simplement ramener la balle gentiment. Et puis voilà, et il faut l'accompagner. Et justement, je me permets de rebondir là-dessus. Le stade de la balle, c'est quand même quand on est dans un stade où c'est géré et que c'est pas au tout début. Parce que au tout début, sur un animal qui a de l'arthrose depuis, on va dire, assez longtemps, qui s'est un peu démusclé, etc., honnêtement, il est hors de question d'aller lui lancer quelque chose. Il faut qu'il soit en laisse, cet animal-là, qu'on reprenne petit à petit la marche. Puis petit à petit, ça veut dire peut-être 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes. Et quand on a un animal comme ça qui commence à se remuscler, on pourra imaginer, comme tu disais Bruno, lancer une balle pas trop loin, à côté, en espérant que l'animal soit pas complètement fou, parce que je sais généralement que quand on enlève la laisse, ils ont tendance à partir dans tous les sens. Mais voilà, gardez bien en tête que quand on soulagera la douleur de votre animal, il va avoir tendance dans sa tête, et puis on sait que le chien, c'est un éternel optimiste, ils sont généralement tout fous, et on retrouve parfois même notre animal d'il y a 5, 6, 7 ans auparavant. Et donc, vraiment, faites en sorte de, quand vous soulagez la douleur de l'animal, il va vouloir faire de l'exercice au-delà de ses capacités. Donc c'est vraiment à vous de le réguler. Vous avez un rôle vraiment important là-dedans pour justement pas faire plus de mal que de bien, malheureusement. Ok. Et tu parlais des chiens, mais il y a aussi nos amis, ou du moins mes amis, les chats. Oui, c'est pareil. Parce que eux, la balade en laisse, on oublie. Il y en a de plus en plus. C'est vrai, ça on en voit, c'est vrai, mais bon, c'est pas... Il faut prendre le temps de jouer avec nos chats. Donc il y a plein de possibilités. Il y a la fameuse petite canne à pêche là, ou l'exemple du plumeau. Voilà, on peut jouer avec eux. On peut essayer de les stimuler gentiment. Ça va les aider en fait à étirer leurs pattes. D'essayer de se mouvoir un peu plus. Il y a aussi, on peut parler des jouets intelligents ou les gamelles éducatives. Ça c'est super bien parce que là encore une fois, le chat va pouvoir utiliser ses petites pattes pour accéder aux croquettes, etc. Donc c'est faire en sorte de stimuler gentiment, de façon adaptée, les membres de l'animal.
Oui, ça je connais, moi, les gamelles éducatives. C'est vrai que c'est super bien parce que finalement, ça stimule l'animal physiquement, mais aussi mentalement, quoi. Ça l'occupe, parce qu'il est obligé d'aller chercher dans des petits recoins les croquettes ou même les friandises qui sont cachées. C'est ça. Et ça permet donc de faire cette remise en exercice de façon progressive, non exagérée, pour faire en sorte que ce soit dans le respect de ce que l'animal peut faire en termes de mouvement. Ok. Très bien, c'est un peu plus compliqué à mettre en place quand même chez le chat, on va pas se mentir. Ouais. Mais de toute façon, il y a un rôle très important des propriétaires là, dans ce suivi, dans cet accompagnement à la reprise de l'activité, comme le disait tout à l'heure Antoine. D'accord, ok. Antoine, du coup, qu'est-ce que tu as d'autres choses qu'on peut mettre en place dans l'environnement ? Est-ce qu'il y a des exercices que tu nous conseilles ou pas ? Oui, après, de toute façon, ce qu'il va falloir faire, vraiment, le leitmotiv, c'est vraiment de se dire il va falloir stimuler l'activité de l'animal afin qu'elle soit adaptée à sa capacité physique et puis également qu'elle soit de faible impact. Et donc, c'est pour ça qu'on peut également vous aider avec des centres de physiothérapie. D'accord, donc c'est-à-dire essayer de mobiliser les articulations de vos animaux, mais de manière douce. Donc il y a différents appareils qui existent. Alors c'est surtout chez les chiens, parce que des fois les chats sont un peu moins coopératifs, mais on peut également l'envisager chez ces animaux-là. Et puis après, il y a aussi des compléments qu'on va pouvoir donner aux animaux, des compléments alimentaires, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, certains éléments ont fait leurs preuves, notamment les oméga 3. Je pense que ça parle à tout le monde. Il y a également tout ce qui va être le collagène, notamment le collagène de type 2. Donc il y a aujourd'hui des compléments, soit dans les croquettes directement, soit également à part, qui va pouvoir être donné à vos animaux. Le but, c'est pas de se dire je prends en charge cette pathologie juste avec une seule chose, mais il y a vraiment ces différents piliers à gérer. Ça va être le côté analgésique, on en a parlé, anti-inflammatoire, anticorps monoclonaux. Pour l'aider à reprendre une activité. Exactement, tout à fait. Il y a le côté alimentation, optimisation de l'alimentation, faire en sorte de pouvoir aider à enrichir au maximum, justement, avoir des compléments qui vont aider à nourrir les articulations. D'accord. Et puis après, l'exercice, un exercice à faible impact, adapté à l'animal. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le triangle d'or pour la prise en charge de cette pathologie qui est complexe, il faut quand même se le dire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à jouer un peu sur tous les tableaux pour avoir le plus de chances dans la réussite du traitement sur le long terme. Et du coup, en termes de compléments alimentaires, tu as évoqué les oméga 3. Il y en a d'autres qu'on peut donner à notre animal. Il y a quoi ? Oui, alors là, encore une fois, vous pourrez prendre conseil auprès de votre vétérinaire. Donc, les oméga 3, on en a parlé, donc qui sont intégrés dans les croquettes, mais pas que. On peut aussi en donner à côté. Il y a le collagène de type 2. Donc ça, c'est pareil. Ça peut en plus faire objet de friandises. Donc, c'est des choses qu'on peut donner à l'animal de façon à ce que ça soit ludique. Nous, ça nous fait plaisir et que ça soit bien pour son organisme, notamment ses articulations. Il y a également les extraits de moule verte. Alors il y a moins de références, on va dire scientifiques, qui appuient ça. Je sais que vous êtes plusieurs à de temps en temps nous poser la question qu'est-ce que ça fait. Voilà, bon, écoute, ça peut être intéressant en tout cas de pouvoir aussi. Ça fait rien de mal en tout cas. Exactement, tout à fait. Et après, je vous dis, c'est vraiment une surveillance et un contrôle sur le long terme pour vérifier le bon fonctionnement de la thérapie des thérapies qui vont être mises en place avec votre animal. Et ça, tu les donnes au cours des repas ? Tu saupoudres ça sur la gamelle ? Tu donnes ça comment ? Oui, exactement. Donc, généralement, comme je disais, pour les friandises, ça peut être donné à n'importe quel moment de la journée. D'accord. Okay. Après, on peut effectivement... Et toute l'année ? Oui, complètement. Ouais. Ça, c'est des choses, comme on disait, les articulations, il va falloir prendre ça sur le long terme. Donc, complètement, c'est toute l'année. Et après, ça peut être, en effet, au cours des repas, avant les repas. Enfin, ça, il n'y a pas d'indication précise sur ce type de complément. D'accord, ok, ça marche. Et... Tout à l'heure, on parlait du surpoids. Il faut agir aussi. Je suppose qu'il faut voir avec son véto pour adapter la ration alimentaire, peut-être pour faire perdre un petit peu de poids à son animal. Ah ouais, ça c'est clé. Honnêtement, c'est vraiment clé. C'est-à-dire que si on a un animal qui est en surpoids, avec de l'arthrose, ça fait juste pas bon ménage. Et donc, il va falloir vraiment arriver à gérer ce surpoids également. Et ça, bien entendu, il y a l'exercice qui pourra un petit peu aider. Et après, il y a tout ce qu'on appelle l'optimisation de l'alimentation. Donc, en fonction de l'exercice et surtout de l'activité de votre animal, on diminuera peut-être un petit peu les rations de façon à ce qu'on va l'aider. Et en fait, ça sans vous fera l'affamer, quoi. Je suppose que c'est pas l'idée non plus qu'il soit pas bien. Non, c'est pas l'idée. Et en plus de ça, c'est un peu contre-intuitif pour nous parce qu'on a tendance à dire il mange moins et donc du coup nous ça nous fait de la peine et en fait non, c'est lui rendre service que de diminuer ses rations. Mais attention, diminuer les rations ne veut pas dire non plus de diminuer trop la quantité et il y a bien entendu des solutions pour qu'il y ait un sentiment de satiété, donc il ait l'impression justement qu'il a l'estomac plein mais avec
des choses moins énergétiques ou moins caloriques que certaines croquettes. On peut notamment penser aux haricots verts, on peut penser aux courgettes, ce qui marche généralement bien et qui permet d'aider aussi l'animal à maigrir tout en ayant ce sentiment de satiété au quotidien. D'accord, ok. Et comment on fait alors pour savoir s'il est en surpoids ? Eh ben, c'est pas très compliqué. On se rapproche de son animal et puis on lui palpe les côtes. Et puis si on est obligé d'appuyer un peu trop fort pour les chercher, eh ben c'est quoi ? C'est qu'il y a trop de graisse. Voilà, c'est tout. C'est simple. Merci pour ce petit récapitulatif de l'obésité sur comment repérer le surpoids chez son animal. Mais là où je voulais en venir, moi je me disais aussi, est-ce qu'on peut estimer qu'on va réussir à soigner son animal ? En fait, on le voit boiter. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, bah, il y a un traitement, c'est bon, ça va aller mieux ? Parce que tout à l'heure, vous avez quand même parlé tous les deux là, du fait que c'était une maladie dégénérative. Donc, est-ce qu'il y a un retour en arrière qui est possible ? Ah bah l'arthrose, ça ne se soigne pas. Hein. Donc, d'accord, ça c'est la moins bonne nouvelle, ça. Ouais, mais on peut lutter efficacement contre les symptômes. On peut accompagner son animal pour l'aider à moins souffrir. Et il existe donc de nombreuses solutions. Il y a de nombreuses recommandations pour l'accompagner. On l'a dit, des médicaments, de la gestion de l'alimentation, de l'exercice physique, etc. Donc tout ça, c'est bien aussi aidé par les recommandations des experts vétérinaires qui nous donnent des recommandations pour arriver à gérer au mieux cette souffrance. Et d'ailleurs, cette souffrance, en fait, c'est pas une fatalité. Hein. Tous ces éléments, toute cette gestion, on va dire entre guillemets multimodale, c'est multimodal qui veut dire par plusieurs multimoyen. Multimoyen, plusieurs biais, donc l'alimentation, l'exercice, les médicaments, etc. Ouais. C'est un combo de plein de solutions. Ensemble. Exactement. De solutions qui sont adaptées à chaque situation, à chaque individu. Et donc ça permet effectivement de se dire qu'on va accompagner le mieux possible son animal pour l'extraire de cette souffrance et faire en sorte qu'il retrouve une qualité de vie satisfaisante. Et quel que soit son âge. Et quel que soit son âge, absolument. Ok. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Peut-être, est-ce qu'il y a des moyens de prévenir l'apparition de l'arthrose ? Parce que là, depuis tout à l'heure, comme on a parlé des solutions, des signes, mais est-ce qu'il y a des moyens, avant même que l'arthrose apparaisse ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour son animal ? Justement, je pense que ça va faire une bonne conclusion parce que finalement, on va reprendre de nombreux éléments qu'on a vus durant tout ce podcast. Donc, bien entendu, on en a parlé. Déjà, vérifions ensemble que l'animal n'est pas en surpoids. D'accord ? Ce n'est vraiment pas lui rendre service. Ce surpoids aggravera fortement la probabilité qu'il développe de l'arthrose. Donc, bien entendu, une activité régulière, quotidienne, adaptée, ça c'est clé aussi. Faites attention pour les races prédisposées à la dysplasie. On a parlé tout à l'heure du berger allemand, donc ça, bien entendu, parlez-en à votre vétérinaire et faites en sorte de pouvoir le diagnostiquer le plus tôt possible pour essayer de prévenir l'apparition, en tout cas ralentir l'apparition de cette pathologie dans le temps. Et puis après, c'est la difficulté du diagnostic, donc vraiment gardez cette pathologie en tête, faites en sorte d'être attentif aux différents signes, que ce soit chez le chien comme chez le chat, d'accord ? Et puis après, comme je vous dis, si vous avez la moindre question, il y a un symptôme, n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire qui, lui, pourra vraiment vous aider, vous accompagner dans, 1, le diagnostic et surtout, 2, le suivi de cette pathologie qui, aujourd'hui, on l'a dit, Bruno l'a dit, c'est une maladie chronique, incurable, dégénérative, douloureuse. Donc, on ne va pas pouvoir soigner l'arthrose. Par contre, il y a des solutions qui existent pour aider votre animal à ne plus souffrir et surtout vivre avec cette pathologie, mais vivre correctement. Et le référent, là, c'est effectivement le vétérinaire. Donc, une fois de plus, allez voir votre vétérinaire. On ne s'improvise pas. Absolument. Et il y a quand même de l'espoir. Donc, l'âge, ça n'est pas une maladie. La douleur, ça n'est pas une fatalité. On a vu, il y a plein de possibilités de faire en sorte de réduire le niveau de douleur. Il y a tout un tas de solutions qui existent. Et puis, on a aussi un rôle en tant que propriétaire, c'est d'adapter, de faire évoluer l'environnement pour faire en sorte que ce soit le plus confortable possible dans les évolutions, dans la façon de se mouvoir dans l'appartement ou dans la maison pour le chien ou pour le chat, évidemment. Donc,
il y a un très très grand rôle là, des propriétaires pour accompagner le mieux possible leurs animaux dans cette situation difficile et leur rendre la vie plus agréable. Et de vivre le plus longtemps en bonne compagnie. Exactement. Waouh, ça sera le mot de la fin alors. Merci Antoine, merci Eva. Bon, merci pour tous ces conseils. Je pense que grâce à vous, les propriétaires seront mieux informés et nos animaux préférés pourront bien vieillir. Voilà, merci encore. On espère que ce podcast vous a plu et puis on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Bonne compagnie. À bientôt Bruno, à bientôt Eva. Bye.